Le président Trump annonce qu'il décidera d'une possible frappe contre l'Iran dans les 2 semaines à venir. On dirait que 6 bombardiers furtifs B-2 des États-Unis se dirigent vers Guam. Nous suivons également tous les développements à ce sujet. L'implication potentielle des États-Unis pour larguer les bombes anti-bunker à pénétration massive qui utilisent le CB2 dont nous venons de voir le tweet dans votre extrait. Hier, des heures de négociations ont eu lieu entre l'Iran et une délégation de l'Union européenne composée du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Malheureusement, elles n'ont donné aucun résultat et il semble maintenant que les B-2 se dirigent vers le Moyen-Orient. Le ministre iranien des Affaires étrangères explique les raisons de l'échec des négociations dans sa déclaration. Ce sont les Américains qui cherchent à négocier. Ils ont envoyé des messages à plusieurs reprises, y compris des messages très sérieux. Mais nous leur avons clairement dit que tant que l'agression et les attaques se poursuivent, il n'y a tout simplement pas de place pour parler de dialogue ou de diplomatie. Nous sommes dans un état légitime de légitime défense, et cette défense ne peut pas et ne s'arrêtera pas. Nous n'avons aucune discussion avec les États-Unis, que nous considérons comme un partenaire dans ces crimes. En réalité, des rapports ont indiqué que le désaccord portait davantage sur l'enrichissement de l'uranium et moins sur les attaques en cours. L'Occident veut que l'Iran ne possède aucune installation d'enrichissement d'uranium, mais d'un autre côté, l'Iran ne veut pas abandonner l'installation qu'il a déjà construite. En fait, cela a été confirmé par un haut responsable iranien. Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que si le choix est entre zéro enrichissement d'uranium ou la guerre, nous choisirons la guerre. Eh bien, devinez quoi? Il semble que les États-Unis augmentent la pression. Quelques heures seulement avant cet enregistrement, nous avons reçu des rapports indiquant que 6 bombardiers furtifs B-2 ont décollé de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri et ils semblent se diriger vers la base aérienne américaine de Guam. Donc, encore une fois, j'ai avec moi nul autre que l'ancien chef d'escadron des Navy Sea, Air and Land, Chuck Farrer, qui va nous expliquer exactement comment fonctionnent les B-2 et pourquoi ils sont si redoutables contre les installations nucléaires iraniennes. Alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en bas et lançons notre nouvelle série Downrange. En arrivant vers vous, cela ressemble à un objet volant non identifié ou à un couteau volant. Ce n'est pas un visiteur extraterrestre, mais le cœur sombre et palpitant de la projection de puissance américaine. Une merveille d'ingénierie qui défie les radars, ignore les défenses aériennes et inflige des frappes de précision depuis un ciel parfaitement dégagé. Voici le Northrop Grumman B-2 Spirit. Le bombardier furtif. Une aile volante qui hante les cieux ennemis depuis ses débuts au combat dans les années 1990, développé dans le plus grand secret à la zone 51, né de la paranoïa de la guerre froide, et perfectionné dans les feux des conflits modernes. Le B-2 est la preuve de ce qui se produit lorsque l'on associe une technologie de pointe à une mission vitale. Pénétrer, frapper et disparaître. Alors, levons le voile sur cet oiseau de guerre énigmatique, ses commandes de vol, sa magie d'évasion radar, ses capacités de guerre électronique et la puissance brute qu'il apporte au combat. Ensuite, nous passerons en revue ses récentes cicatrices de combat et jetterons un coup d'œil à son successeur, le B-21 Raider, qui se profile à l'horizon et s'apprête à redéfinir la domination aérienne. Le B-2 est une anomalie défiant les lois de la physique, bien plus qu'un simple avion. Avec sa silhouette sans queue, semblable à une chauve-souris, et une envergure de 172 pieds. C'est une aile volante, dont la lignée remonte au croquis visionnaire de Jack Northrop des années 40. Sans stabilisateur vertical ni empennage traditionnel, on pourrait penser que cet engin tournerait en spirale comme une chauve-souris ivre jetée dans un mixeur, mais c'est là que les systèmes de contrôle de vol spécialisés entrent en jeu et prennent le relais. Le B-2 vole grâce à un système de commande de vol électrique quadruplement redondant, 4 canaux indépendants de magie numérique qui le maintiennent stable en vol. Des capteurs et des ordinateurs établissent des connexions plus rapidement que la pensée, ajustant 8 surfaces de contrôle sur le bord de fuite pour dompter l'instabilité aérodynamique inhérente du B-2. Tangage, lacet, roulis. Tout cela est géré par une équipe de processeurs qui ferait saliver un super geek. L'utilisation de semi-conducteurs spécialisés et d'équipements informatiques de pointe fonctionne sans les signatures électromagnétiques habituelles, générées par l'électronique grand public. L'œil de Sauron peut repérer votre iPhone et votre ordinateur portable même pendant que vous regardez cette vidéo, mais il ne peut pas suivre le B-2.
Le B2 est un fantôme électromagnétique, voyageant à Mach 0,9, juste en dessous de la vitesse du son. La vraie magie se fait à faible altitude. Le radar de suivi de terrain du B2 intégré au système Army Navy APQ 181 lui permet de raser le sol à moins de 60 mètres d'altitude tout en filant à près de 1000 km à l'heure. Ce n'est pas voler, c'est enfiler une aiguille à travers la zone de combat, déloger les écureuils des cimes avec la poussée des réacteurs et sauter de crête en crête pour rester sous l'horizon des radars ennemis. L'équipage ? Juste 2 pilotes, pas plus, assis dans un cockpit qui relève moins de la bravoure du manche à balai que de la gestion d'un super ordinateur ailé. Un 3e siège d'équipage a été supprimé pour gagner du poids, laissant le duo gérer la navigation, l'armement et les systèmes via des écrans multifonctions. Ce n'est pas une mince affaire quand on est en régime transonique, rasant le sol par une nuit sans lune. C'est un ballet d'automatisation, une symphonie de code, d'hydraulique et de compétences du pilote. C'est pourquoi le B2 peut se faufiler à travers l'espace aérien défendu et les zones interdites comme si de rien n'était. Eh bien, la furtivité n'est pas seulement le mot à la mode pour le B2, c'est tout l'enjeu. Sa section efficace radar est un secret bien gardé. Les initiés du Pentagone l'estiment à environ 0,1 mètre carré, soit à peu près la taille d'un bourdon. Pour vous donner une idée, la section efficace radar d'un B-52 équivaut à une porte de grange, soit plus de 100 mètres carrés. Un écho-radar verrouillable par une batterie surface-to-air missile à plus de 100 miles. Comment le B2 y parvient-il ? Tout commence par la forme. Pas d'arêtes vives, pas de protubérances, seulement des courbes lisses et fluides qui dispersent les ondes radar comme une diversion de magiciens. Les matériaux composites de la cellule, la fibre de carbone, les thermoplastiques aérodynamiques et d'autres éléments classifiés ne font pas que dévier le radar, ils l'absorbent. Ajoutez à cela des matériaux absorbant les ondes radar, une sauce secrète de revêtement, et de peintures qui absorbent l'énergie électromagnétique et la transforment en chaleur au lieu de réflexion. Et vous obtenez une plateforme de frappe stratégique, et une véritable apparition volante. Les moteurs des General Electric F-Cent 18, chacun délivrant 17 300 livres de poussée, sont enfouis profondément dans l'aile, leurs échappements étant dirigés vers le dessus à travers des conduits d'endroits sinueux pour masquer les signatures thermiques, et également atténuer le bruit. Même les pales des turbines à réaction sont furtives. Fabriquées à partir de monocristaux d'alliage métallique classifiés, elles peuvent supporter la chaleur et ne réfléchissent pas les ondes radar. Les antennes se rétractent à fleur de la surface et les volets se verrouillent en mode furtif. Même la peinture, ce gris foncé anti-réfléchissant, se fond dans le ciel à haute altitude, à plus de 50 000 pieds. Les équipes de maintenance traitent dans cet oiseau comme une diva. Chaque rayure ou bosse est réparée immédiatement pour ne pas compromettre l'efficacité radar de la section. Le résultat ? Les défenseurs aériens ennemis voient un scintillement, peut-être un bug, mais rien de suffisamment solide pour verrouiller la cible. Le bombardier furtif n'est pas invisible, mais indétectable pour les capteurs qui le traquent, une ombre qui glisse à travers le filet. Le B2 ne fait pas que se cacher, il se bat de manière sournoise dans le spectre électromagnétique. Son système de gestion défensive ANAPR 63 est le cerveau de l'ensemble de guerre électronique. C'est un dispositif qui détecte les émissions radar et localise les menaces, les radars de chasseurs, même les signaux des Airborne Warning and Control Systems, et transmet des renseignements en temps réel à l'équipage. Associé à un radar ANAPQ 181 à faible probabilité d'interception, c'est un fantôme qui peut voir sans être vu, cartographiant le terrain et les cibles avec une émission minimale. Les améliorations permettent au B2 de rediriger sa trajectoire en plein vol, esquivant les menaces émergentes comme un grand maître d'échecs évitant un échec et mat. Les contre-mesures électroniques sont l'arme principale du B2. Les paillettes et les leurres thermiques sont dépassées. Des nuages de leurres métalliques et thermiques pour duper les missiles, mais bien plus se cachent sous le capot. Le brouillage actif est un atout, même si les détails sont gardés sous clé quelque part, à 15 étages sous le hangar 1 de la base aérienne Wright-Patterson. Le système de gestion de la défense peut émettre des parasites ou de faux signaux pour aveugler et perturber les radars ennemis, transformant ainsi leur propre système en faiblesse. D'aucuns croient que le B2 est équipé de leurres tractées ou de brouilleurs directionnels, mais l'armée de l'air reste muette. Une chose est sûre, son équipement de guerre électronique le protège et réduit le besoin d'escorte ou de missions de suppression des défenses aériennes ennemies.
Seul, cet appareil révolutionne le combat aérien grâce à sa vitesse, sa portée et son endurance exceptionnelle. Subsonique, à Mach 0,95, soit environ 650 milles à l'heure, le B2 ne gagnera pas une course de vitesse contre un F-22, ni ne distancera un MiG-30 et 1. Mais son atout n'est pas la vitesse, c'est la portée. Avec un rayon d'action de 6000 milles nautiques sans ravitaillement, et de plus de 10 000 avec un seul ravitaillement en vol par un KC 135, le B2 peut décoller de la base aérienne de Whitman dans le Missouri, frapper une cible, disons, en Corée du Nord ou peut-être en Iran, et être de retour pour le petit déjeuner. Les équipages ont déjà réalisé des missions de 44 heures d'endurance. Pensez au Kosovo en 1999, ou à l'Afghanistan en 01, grâce à un lit de camp, des toilettes commerciales et une détermination sans faille. Les moteurs F-118 sont très efficaces en carburant, permettant au B2 de voler pendant des jours avec ravitaillement, tout en étant quasi silencieux. Le B2 n'est pas rapide mais implacable, un marathonien dans un monde obnubilé par la vitesse. Missiles de croisière et armes à chute libre. Les soutes à bombes internes du B2 sont 2 coffres-forts de 9 tonnes, chacune capable de transporter une charge totale de 18 tonnes de douleurs nucléaires ou conventionnelles, qu'il s'agisse d'armes à distance ou larguées par gravité. Les missiles de croisière lancés depuis les airs comme l'AGM-158 JASM, le missile d'attaque air-sol à longue portée, lui donnent une portée de 370 à 925 km. Le missile lui-même est suffisamment furtif pour passer à travers les défenses avant de livrer une ogive de 450 kg, déposée chaude et fraîche dans un bunker ennemi ou un quartier général. La GM-154, Joint Standoff Attack Weapon. L'arme d'attaque à distance conjointe plane sur 130 km pour délivrer des munitions à sous-munitions ou une bombe de précision, parfait pour affaiblir des aérodromes, des concentrations de troupes ou des silos à missiles. Si vous voulez faire dans le classique, il y a les incontournables, des munitions à chute libre, jusqu'à 80. Oui, j'ai bien dit 80. Mark 82. Joint direct attaque, munitions bombes de 500 livres guidées par Global Positioning System pour des frappes de saturation. Ou 16 bombes nucléaires B-83, 1,2 mégatonnes chacune, pour quand vous devez effacer une zone de la carte et dire adieu pour toujours. Quand vous voulez envoyer un message clair mais non nucléaire, le B-2 peut transporter le Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrator, une bombe anti-bunker de 30 000 livres qui peut percer jusqu'à 200 pieds sous terre pour détruire des centres de commandement, des installations nucléaires ou des dépôts d'armes. Le B-2 a une capacité d'emport flexible. Il peut effectuer des frappes à distance, conventionnelles de précision ou nucléaires, ce qui en fait un véritable couteau suisse stratégique, prêt pour tous les combats. Le B-2 a prouvé sa valeur dans les zones sensibles où la furtivité est cruciale, étant très sollicité. Prenez la Libye, en 2011, lors de l'opération Aube de l'Odyssée. Le 19 mars, 3 B-2 ont effectué un aller-retour de 25 heures, depuis Whiteman, pour larguer 45 Joint Direct Attack Munitions sur les aérodromes de Kadhafi près de Tripoli, détruisant 40 abris d'avions renforcés. Aucune escorte, aucune perte, juste une frappe silencieuse et décisive, la force aérienne libyenne anéantie en une nuit. Avançons rapidement. Janvier 2017, opération Inherent Resolve. Une paire de B-2 frappe des camps de Daesh près de Sirte, larguant 108 Joint Direct Attack Munitions pour anéantir les sites d'entraînement et les zones de rassemblement. Un marathon de 34 heures, et les dirigeants de Daesh se sont réveillés morts, ensevelis sous les décombres et les ruines. Puis il y a le Yémen, en octobre 2024. Au milieu des attaques des Houthis contre la navigation en mer Rouge, des B-2 ont frappé des dépôts d'armes et des installations de drones à Sanaa. Les détails restent flous, mais les habitants ont signalé un tonnerre venant d'un ciel dégagé. Chaque mission démontre la capacité du B-2 à frapper fort à distance, sans qu'un murmure ne soit entendu au sol ni qu'un signal n'apparaisse sur le radar ennemi. Il n'en reste aujourd'hui que 19 en service, contre 21 auparavant, après des crashs en 2008 et en 2022. Mais la flotte restante a encore une sacrée puissance de frappe lorsque la situation dégénère. Le prochain fantôme en ligne, ce sont les successeurs du B-2, car les jours du B-2 sont comptés, sa retraite étant prévue pour 2032. Il passe le relais au B-21 Raider dévoilé en décembre 2022 à Palmdale, en Californie. Ce prodige de Northrop Grumman s'appuie sur l'héritage du B-2 avec une détermination sans faille. Plus petit, plus léger et moins cher, à 700 millions de dollars pièce contre les 2 milliards du B-2, ajusté à l'inflation.
On dit que sa surface équivalente radar est de la taille d'un insecte, grâce à des matériaux de nouvelle génération absorbant les ondes radar et à une forme d'aile volante perfectionnée. Ses moteurs, probablement des Pratt et Whitney F-135, promettent une meilleure efficacité et une plus grande furtivité, avec une autonomie dépassant les 6000 miles sans ravitaillement, suffisante pour frapper n'importe où sur Terre depuis les États-Unis continentaux avec l'aide d'un seul ravitailleur. La suite de guerre électronique et l'avionique du B-21 sont en avance de plusieurs années-lumière, avec un logiciel à architecture ouverte pour des mises à niveau rapides et des capacités de réseau capteur-tireur. Pensez au Raider comme à un meneur de jeu dirigeant un essaim de drone, ou se connectant avec des F-35 tout en esquivant des missiles hypersoniques. Charge utile. Il transportera la bombe nucléaire B-60 et 1-12 des missiles de croisière à longue portée AGM-181, ainsi qu'une panoplie d'armes conventionnelles de précision. Le tout dans une soute à bombe de 12 à 13 tonnes, légèrement moins que le B-2, mais optimisé pour la polyvalence, et une précision extrême sur des cibles en surface, profondément enfouies ou renforcées. L'armée de l'air veut 100 nouveaux Raiders, peut-être 200, pour inonder la zone de fantômes. Le premier vol du Raider a eu lieu en novembre 2023. Il sera prêt au combat d'ici 2027. Le Raider est une révolution, conçue pour affronter les J-20 chinois et les complexes de défense aérienne Prometheus S-500 russes. Le B-2 Spirit a redéfini ce qu'un bombardier pouvait être. Silencieux, létal, intouchable. Ses commandes de vol ont dompté un design radical, sa furtivité a réécrit les cauchemars de la défense aérienne, et son équipement de guerre électronique en a fait un loup solitaire. De la Libye au Yémen, il a prouvé sa valeur, délivrant la mort depuis l'ombre avec précision. Mais le B-21 Raider se profile à l'horizon, un successeur qui promet d'être encore plus furtif, d'avoir une plus grande portée et d'être plus intelligent que son prédécesseur, tout en augmentant le nombre d'appareils. Ensemble, ils marquent une ère où la portée de l'Amérique est immense, ses frappes précises, et ses ennemis dorment d'un sommeil agité. Dans un monde où les menaces augmentent, les planeurs hypersoniques de la Chine, les radars de nouvelle génération de la Russie, ces oiseaux furtifs garantissent que les États-Unis conservent l'avantage, une aile invisible à la fois. Le ciel est le champ de bataille, et les fantômes sont en passe de l'emporter. Les Houthis disposent de formes de défense aérienne incroyablement sophistiquées et ils possèdent aussi des missiles de croisière anti-navires, des drones, des types de drones d'attaque rasant la mer et même d'autres missiles balistiques. Ils ont lancé des dizaines d'attaques contre plusieurs navires de guerre, des dizaines d'attaques, plus de 175 contre le commerce mondial, ont coulé plusieurs navires. Je pense simplement que le peuple américain doit comprendre ce qui s'est passé ici. Soutenus par la main obscure du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, les rebelles Houthis du Yémen ont perturbé les routes maritimes, défié la puissance militaire des États-Unis et nargué la pression internationale. Malgré les contre-attaques américaines, y compris des missions de grande envergure avec la puissance aérienne embarquée sur porte-avions et des bombardiers furtifs B-2, la situation tactique reste dynamique. Les attaques des rebelles vont probablement se poursuivre, témoignant de leur résilience et de l'investissement profond de Téhéran dans cette dernière guerre par procuration. La campagne des Houthis contre la navigation marchande n'est pas une insurrection désorganisée. Leur arsenal est un mélange létal de drones, de missiles et d'ingéniosité navale. À l'échelle la plus basse, ils déploient des drones kamikazes, des véhicules aériens sans pilote bon marché fournis par l'Iran comme le Shahed 36, équipés d'explosifs et guidés par un Global Positioning System rudimentaire. Ces menaces bourdonnantes envahissent les voies maritimes, submergeant par leur simple nombre. À l'autre extrémité, les Houthis tirent des missiles balistiques anti-navires, comme les modèles iraniens Moït et SF, capables de descente à vitesse supersonique et dotés d'ogives dévastatrices, délivrant jusqu'à 450 kg d'explosifs puissants. Les missiles de croisière anti-navires, tels que l'Al-Manab 2, offrent une portée et une précision accrues, frappant des cibles au-delà de l'horizon jusqu'à 120 km de distance. Ensuite, il y a une touche nautique. Des navires de surface sans pilote, à basse technologie, chargés d'explosifs militaires, essentiellement des vedettes rapides télécommandées. Ces menaces d'homo à déplacement lent, parfois lancées depuis des ports contrôlés par les Houthis comme Hodeïda, s'appuient sur des capteurs électro-optiques pour se diriger vers leurs cibles.
Bien qu'ils soient moins courants et que seuls quelques-uns étaient utilisés, les navires de surface sans pilote témoignent de l'ambition des rebelles à intensifier le conflit. Les services de renseignement occidentaux indiquent qu'un réseau de capteurs sophistiqués sous-tend ces attaques. Des radars côtiers, des drones de surveillance et des observateurs à bord de petites embarcations transmettent des données en temps réel aux équipes de missiles. C'est une terreur high-tech à la portée des plus démunis, et ça fonctionne. Les cibles des Houthis incluent une grande partie du transport maritime mondial. Le 19 novembre 2023, ils ont lancé leur campagne en détournant le Galaxy Leader, un transporteur de voitures battant pavillon bahaméen, lié à une entreprise israélienne. Des commandos Houthis et des conseillers iraniens ont été déposés par hélicoptère, ont pris le contrôle du navire et l'ont détourné. Ces 25 membres d'équipage restent otages. Depuis lors, les rebelles ont attaqué plus de 40 navires, dont 21 ont été touchés directement. Prenez le True Confidence, un vraquier battant pavillon de la Barbade touché par un missile balistique anti-navire le 6 mars 2024, à 55 milles nautiques au sud-ouest d'Aden. Les missiles ont déclenché un incendie, tué 3 membres d'équipage et forcé les survivants à abandonner le navire. Le navire Indian Naval Ship Kolkata de la marine indienne est intervenu pour porter assistance. Le Rubimar, un cargo battant pavillon du Belize, n'en a pas eu cette chance. Touché par un missile en février 2024, il a dérivé pendant 2 semaines avant de couler, devenant le premier navire perdu sous le feu des Houthis. Le navire marchand Zakfralia, un navire battant pavillon maltais et appartenant à des Grecs, a été touché par un missile balistique le 16 janvier 2024, alors qu'il se rendait en Israël. Il a survécu sans aucun dégât matériel ni victime. Elle a eu de la chance. Parmi les autres frappes notables figure le moteur-vaisselle Genco Picardie, appartenant aux États-Unis, touché par un drone dans le golfe d'Aden le 17 janvier, et le moteur-vaisselle Islander, qui a pris feu après une double frappe de missile le 22 février 2024. Le Sea Champion, battant pavillon grec, et le Nevis Fortuna ont tous deux été touchés à l'est d'Aden le 19 février 2024. Le Morning Tide, battant pavillon de la Barbade et appartenant aux Britanniques, ainsi que le Star Nazia, ont tous deux subi des dégâts mineurs le 6 février 2024, lors de ce que les Houthis ont qualifié de double frappe contre l'impérialisme occidental. Le schéma, les pavillons et la propriété n'ont pas d'importance, sauf pour les navires russes, chinois et de quelques autres alliés. Tout navire marchand en mer Rouge devient une cible légitime. Les services de renseignement occidentaux ne spéculent pas sur le réseau d'approvisionnement en armes des Houthis, c'est un fait. Le corps des gardiens de la révolution islamique, force paramilitaire d'élite iranienne, contrôle les opérations ici, fournissant matériel, formation et données de ciblage. Les drones Shahed, issus du manuel de Téhéran, sont introduits en contrebande par de petits navires marchands via le golfe d'Aden. Et les missiles balistiques, anti-navires, ainsi que les missiles de croisière anti-navires, ils ont été copiés à partir de modèles iraniens, assemblés au Yémen sous supervision iranienne. Les responsables américains et saoudiens suivent ce flux depuis des années, utilisant des équipes de Navy Sea, Air and Land pour intercepter des cargaisons de composants de missiles et de pièces de drones trafiquées en violation d'un strict embargo sur les armes imposé par les États-Unis.